après le témoignage passionnant de Paul Pavlovitch, on va parler avec Didier Van Kovlart, que je ne présente plus, avec Hugues Moret, diplomate, ancien ambassadeur de France à Monaco, et Paul Pavlovitch. Eh bien, on va ouvrir cette conférence sur Romain Gary et le double. Paul Pavlovitch nous a beaucoup parlé d'Émile Ajar, et moi je voudrais qu'on se concentre pendant la trentaine de minutes qu'il nous reste, eh bien, sur la supercherie, comment on la découvre, qui va la découvrir, quand est deviné que Ajar et Gary ne font qu'un. Et là, on a des témoins privilégiés, Didier Van Kovlart, Hugues Moret et Paul Pavlovitch. On va commencer par vous, Didier Van Kovlart. On va revenir dans l'histoire. On est en 1979, il y a quelques années. Et vous êtes à l'université et on devine, une étudiante devine qu'Émile Ajar et Romain Gary ne font qu'un, c'est ça ? Alors, je voudrais juste rebondir sur un mot que vous avez employé, c'est le mot supercherie. C'est tellement autre chose qu'une supercherie. C'est à dessein, je l'ai employé. En effet, comme le disait, ça a été perçu comme une supercherie par les gens du milieu littéraire qui, en effet, se sont tous fait avoir à on dirait une demi-exception, hein, après. Mais c'était, comme le disait Paul Pavlovitch, une nécessité tellement profonde de la part de cet auteur qui s'estimait, et je pense que ce n'est pas l'hostilité des critiques qui le dérangeait le plus, c'était leur côté prévisible. Il écrivait, à la sortie de chacun de ses livres, ce que serait la critique de machin dans le Monde, de trucs dans le Figaro, tout ça, ils le savaient. Ils savaient ce qui allait être courtois de manière forcée à cause du Compagnon de la Libération, etc. Ceux qui allaient ricaner pour les mêmes raisons, ceux qui allaient se taire, ceux qui allaient faire comme s'ils avaient lu. Et il sentait en lui un tel courant de nouveautés qui demandait à déborder non seulement la réalité, mais la gueule d'auteur, je le cite, qu'on lui avait faite. Et donc, c'était vraiment une nécessité d'enfantement. Ce n'est pas simplement un concept abstrait. Être l'auteur d'un auteur, c'était vraiment une nécessité vitale pour ce courant d'expression qui demandait à remonter. Et à partir de là, un auteur, déjà, par son imaginaire, modifie la réalité, souvent à travers la transmission à ses lecteurs qui peuvent voir le monde différemment. Mais là, Gary a carrément transformé la réalité directement et changé la donne. Et ce n'est pas uniquement au niveau du milieu littéraire qu'il y a eu ce genre de réaction. Et ce que j'ai vécu, c'était à Nice, donc en 1979, où je tombais amoureux d'une étudiante. C'était un peu complexe, car c'était une fille magnifique, mais qui avait des séquelles de polio et qui boitait. Et qui ne supportait pas qu'on s'intéresse à elle, car elle prenait ça pour de la pitié. Elle était déjà elle-même un personnage de l'univers de Gary. Elle était dingue de Romain Gary, elle était étudiante en lettres modernes, et elle avait tout lu. Et lorsqu'est sorti Gros câlin, et a fortiori le suivant, La vie devant soi, elle a tout de suite vu que c'était le même auteur. Et elle préparait une thèse dessus à la fac de lettres. Colette Getch, qui a été mon professeur ici et dans la salle, se souvient peut-être d'elle. Elle s'appelait Hélène Dumas. Et parce que, de deux choses l'une, ou bien l'auteur Émile Ajar avait pompé des choses très précises dans l'œuvre de Romain Gary, ou bien c'était Romain Gary qui faisait de l'autocitation. 3 exemples simples. Gros câlin. Gros câlin, c'est le nom du python, de ce python qu'adopte le héros cousin, tellement il se sent seul, et il crée de l'humanité. Il n'arrive à créer de l'humanité avec réciprocité et chaleur humaine qu'avec un python. Ce python s'appelle Gros câlin. Mais ce python existait déjà sous un autre nom, Pete l'étrangleur, dans Chien blanc de Romain Gary. Quand on a lu... c'est tellement frappant. Je veux dire, combien y a-t-il de pythons qui peuplent, en tant que héros, les œuvres contemporaines. Premier détail. Deuxième détail, dans La vie devant soi, le trou juif. Là où cette cave où il se
réfugie et on finira Madame Rosa. Eh bien, ce trou juif existe dans la danse de Gengis Khan. Là encore, ou bien l'auteur Hajar a pillé, ou alors c'est... Et le parapluie Arthur du petit Momo, tout ce rapport qu'il a, cette personnalisation du parapluie, tout ça, existe dans le Grand Vestiaire, autour du personnage de Josette. Donc, et elle nous sort plein d'exemples comme ça, au niveau lexical aussi. Dans la danse de Gengis Khan, il y a vraiment les abréviations, les onomatopées juives. Enfin bon, Paul Pavlovitch, je connais je pense que on parlait tout à l'heure du problème du titre, puisque Gary avait donné à La vie devant soi comme titre La tendresse des pierres. Et c'est Annie qui, tout à coup, lui rappelle que ça figurait déjà comme titre potentiel dans Adieu Gary Cooper. Et il l'avait oublié. Un créateur aussi torrentiel, aussi compulsif que Gary, évidemment, ne relit pas ses livres tout le temps, et il crée du neuf en réveillant des choses anciennes qu'il décline différemment. Ça, c'est un processus tout à fait normal. Et donc, à l'époque, naturellement, personne ne l'a suivi. Son directeur de thèse, c'est de la folie. Romain Gary est un auteur vieillissant qui ne peut absolument pas avoir cette sève. C'était le discours établi. Rappelons-nous une émission d'Apostrophe où un critique du magazine Lire répond à Geneviève Dorman qui venait de défendre l'œuvre de Romain Gary que l'autre avait démolie. Il lui dit « Attendons, cet auteur est fini, intéressons-nous aux vrais auteurs d'aujourd'hui comme Émile Ajar, enfin de la nouveauté. » Donc on était à ce niveau de caricature. On imagine Gary et Paul Pavlovitch devant ce genre d'émission où c'est à la fois complètement bouffon, complètement jubilatoire, un peu inquiétant quand même sur le niveau de la critique, et puis c'est très cruel. C'est cruel parce que à la fois on rit dans les coulisses, mais l'auteur qui occupe le terrain renforce l'aveuglement sur son auteur d'origine. Et donc mon amie Hélène continuait à appuyer sa thèse en étant un peu toute seule. Et puis, donc du coup, moi j'avais lu Gary et Hajar sous ce prisme-là. Et alors, ça renouait ce lien, quand je disais qu'un auteur comme Gary déborde la réalité, déborde son histoire. Je racontais hier, je ne vais pas répéter, mais comment mon père, qui était né la même année que lui, s'était retrouvé au lycée Masséna avec lui. Tous les deux étaient des orphelins de guerre, étaient élevés par leur mère seuls, devaient se débrouiller financièrement dans les problèmes terribles. Donc il y avait un terrain d'entente comme ça, et puis le côté écrivain déjà compulsif, qui se cherchait un pseudonyme, qui se cherchait des listes de titres avant même d'écrire son œuvre, toutes ces choses dans lesquelles je me suis retrouvé ensuite quand j'ai commencé d'écrire. Donc j'ai l'impression que Romain Gary me suivait comme ça. Et lorsque je tombe amoureux d'une fille, je ne sais pas qu'elle est obsédée par Gary. Et notre rapport essentiel, car elle avait ce problème de handicap qui rendait les rapports un peu compliqués, de son fait à elle, la fusion totale a été autour de Gary. Et en 80, 10 jours après le suicide de Romain Gary, il y a eu une scène que je n'oublierai jamais, c'était non loin d'ici, la plage de l'Opéra, la plage où Gary allait, comme Paul le rappelait tout à l'heure, nager quand il avait des problèmes, quand il n'arrivait pas à oser draguer une fille, tout ça, il nageait 3 km, il nageait. Donc, comme beaucoup de Niçois qui grandissent à Nice et qui se baignent toute l'année parce qu'on n'arrête jamais, bon, j'étais en train de me baigner entre les cours au mois de décembre, 10 décembre, et je vois arriver Hélène qui boitait dans les galets, et c'était formidable parce que tout le monde boite dans les galets, donc là, elle se sentait complètement normale dans la mer, et elle avait un pot de Nesquik à la main. Et cette vision étrange, cette fille qui rentre dans l'eau, et elle me montre les pots, et elle me dit, voilà, on va dire adieu à Hajar, parce que Gary est mort, donc Hajar est mort. Et en fait, elle avait pris les 2 exemplaires de poche de ses livres préférés, versant
le versant exposé, comme elle disait, Romain Gary, c'était la promesse de l'aube, et le versant caché, Émile Ajar, c'était Gros Canin. Et elle avait brûlé les deux, c'était le contraire de l'autodafé, c'était un acte d'amour, elle avait brûlé ses 2 livres de poche, mélangé les cendres dans le pot, et nous avons dispersé ensemble les cendres d'Émile Ajar dans ce qui restera toujours pour moi, c'est quand je raconte l'histoire dans Le Père adopté, pour moi c'était la baie des Anges est devenue la baie des Cendres. Parce que Gary y est enterré 2 fois. Il avait demandé que ses cendres, inhumées, pardon, il avait demandé que ses cendres soient dispersées. Donc, elle avait continué cette volonté de Gary. Et tout ça pour dire que la manière dont cet homme a marqué ses lecteurs, ses confrères auteurs, à travers ce qui est bien plus qu'une supercherie, qui est une création de créateurs qui en plus déborde dans la vie, va modifier la vie de celui qui doit incarner cette création, car le milieu réclame une photo, réclame une présence, on ne donne pas le Goncourt à un être invisible. Donc ensuite, toutes ces conséquences humaines qui ont jusqu'au bout, jusqu'au suicide de Gary, ont créé beaucoup plus qu'une simple supercherie ou le fait d'avoir le Goncourt 2 fois, comme certains critiques ont prétendu résumer ainsi l'entreprise. Non, il y avait autant de désespoir que d'excitation gamine, que de générosité aussi, parce que c'est une réponse à toutes les formes de censure qui, au cours de l'histoire, s'en sont pris à l'auteur à cause de son œuvre et pour interrompre la suite de l'œuvre. Donc il y a toutes ces composantes. Je veux dire, certains ont dit avec raison, le chef-d'œuvre de Gary, c'est Ajar, aussi bien dans sa création littéraire que dans la création, l'installation, ce que Paul nous racontait, du personnage et de cette fiction qui vient perturber et prendre le pouvoir sur la réalité. Donc sur l'erreur de la réalité, puisque la réalité, selon Gary, est une erreur que l'auteur de fiction doit corriger sans cesse. Donc les effets qui continuent aujourd'hui, on voit bien, quand on évoque tout cela, en voyant le film ce matin, tout ce que ça remue humainement sur la liberté de l'individu et pas seulement du créateur, face au regard des autres qui le condamnent à une censure, à une répétition, à une désagrégation progressive, et tout à coup ce droit au renouveau, ce droit à cette espèce de révolution intérieure et qui déborde sur la réalité. Mais tout n'est pas rose et il y a des conséquences tragiques dont on a parlé, on va continuer. Mais voilà, c'est tout sauf un bon tour joué au milieu parisien. Merci Didier Van Kovlart. Hugues Moret, vous avez une autre histoire à nous raconter. Vous, très vite, très tôt, vous vous rendez compte que les 2 auteurs ne font qu'un. Comment ça se passe ? Racontez-nous. Oui, très vite, parce qu'en réalité, c'est une histoire de lecteur. Donc dans cette affaire, en réalité, c'est un auteur et un lecteur. Et un auteur sans lecteur, ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression que l'angoisse métaphysique, tragique de Romain Gary, c'est cette interrogation, ai-je encore des lecteurs et suis-je lu ? Le tragique de Romain écrivain, c'est que la critique professionnelle, en réalité, ne lit pas Romain Gary, ou le lit mal, ou le lit superficiellement et ne s'attache en réalité qu'à l'image de ce qu'il est et de ce qu'il a créé. Et ce qui, à mon avis, est la clé du tragique de cette affaire. Donc, comme le dit Didier Van Kovlart, en réalité, c'est absolument pas une supercherie, c'est l'expression d'une angoisse métaphysique d'un auteur, cette affaire, pour moi, qui trouve un complément extraordinaire et dramatique avec l'incarnation de ce rêve à travers Pavlovitch, qui lui n'est pas un auteur mais un formidable conteur, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le rêve devient réalité. Le roman total de Gary s'incarne sous cet aspect. Alors comment ça marche brièvement, parce que tout le monde a dit, la conférence était admirable de Paul Pavlovitch, le film de Philippe ce matin met tout en scène et de manière très pédagogique. J'ai 16 ans, j'arrive au lycée Victor Duruy et on est en seconde et il y a 3 garçons pour 30 filles, dont Diego. Donc on se rapproche très vite et en réalité j'arrive et je ne connais pas à 16 ans
Romain Gary. Alors, je suis un lecteur féroce. Je sais mon Monterland, mon Aragon, mon Stendhal. Je sais les modernes, le nouveau roman, Sarraute, etc. Et Gary n'a jamais été dans mon radar. Et donc, on me dit, mais c'est le fils, Diego, c'est le fils de Romain Gary. Donc, je ne sais pas qui est Romain Gary. Et je commence à lire. Et je commence, le premier livre que je lis, c'est Adieu Gary Cooper. Et puis après, j'enchaîne tout. Et puis sortent les Hajards. Et il y a la particularité au lycée Victor-Duruy, à Paris, boulevard des Invalides, c'est qu'il y a un immense parc. Et qu'à chaque intercours, en réalité, avec Diego, on fait des tours de parc. Et naturellement, mon sujet obsessionnel, c'est de lui démontrer que Gary, c'est Hajar, et Hajar, c'est Gary. Et quand Paul Pavlovitch disait tout à l'heure que la vie devant soi était le miroir ou l'ombre chinoise de la promesse de l'aube, c'était exactement ça. C'est ce que je lui démontrais. Momo était Romain Gary. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce roman. Mais tout est dans tout. Et donc, un lecteur attentif, c'est ligne à ligne, voit les reprises de syntaxe, la déconstruction de syntaxe, parce qu'il faut bien voir que si on lit Romain Gary, le Gary langue classique, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a des ruptures dans la syntaxe, déjà chez Gary. Donc, grammaticalement, syntaxiquement, Gary écrit déjà du Hajar, en réalité. Et le Hajar est une vision paroustique du style Gary, en réalité. Et quand on creuse ensuite sur l'inspiration, c'est exactement la même chose. Quand on lit Les Racines du ciel, quand on lit Pseudo, on voit toutes les correspondances. Donc voilà, moi ce qui me frappe, c'est que pour un lecteur un minimum attentif, un minimum en empathie avec ce qu'il lit, la correspondance est évidente. La deuxième chose qui me frappe, et j'ai plus lu ce petit livre, en réalité, je l'ai acheté pour le colloque, je ne l'ai pas lu depuis 1981, et donc Gary me cite, alors je ne sais plus où, il dit, le personnage de Ligny dans ce dernier roman parle et pense exactement comme Jeannot dans Le Roi Salomon. C'est ce qu'avait fait remarquer à mon fils Hugues Moret, alors âgé de 17 ans, élève en première au lycée Victor-Duruy. Et cette phrase est restée enfouie en moi jusqu'à quasiment aujourd'hui. Je me suis toujours demandé en réalité pourquoi Gary avait pris, au bord de rédiger ce livre, qui est un livre testamentaire en réalité, à la veille de son suicide, pourquoi prend-il le soin de me citer ? Alors que je suis totalement... j'ai 17 ans, je ne pèse rien. Et je n'avais pas compris à l'époque, et c'est rétrospectivement après l'apparition de ce livre, que j'ai compris les attentions que me prodiguait Romain. Alors, j'allais souvent au 108 rue du Bac voir Diego, et de temps en temps, Romain nous appelait à déjeuner au deuxième étage. Alors, j'étais terrorisé parce que j'avais l'impression de rentrer, vous savez, c'est le jeune homme qui rentre dans l'antre du grand écrivain. Et je ne sais pas si c'était un fait exprès que chaque fois que je rentrais au 108, dans la salle à manger, tout était sombre, pas un bruit, et je trouvais ça absolument terrorisant. Et donc, on s'asseyait à table, à trois. Romain Gary, la plupart du temps, était tout à fait mutique. Il mangeait très peu, il suivait sa ligne. Donc, à chaque fois, on avait une tranche de jambon, une tomate. Je me disais, bon, on ne mange pas terrible chez le grand écrivain de la rue du Bac, mais c'est un souvenir que je gardais. Et naturellement, je n'osais pas, en face du grand écrivain, redire à Gary ce que je disais à Diego, c'est-à-dire lui démontrer, etc. Et puis la deuxième fois où l'attention de Romain Gary s'est manifestée avec moi, alors j'aimais beaucoup à l'époque Jean d'Ormesson, j'avais lu La gloire de l'Empire, etc. Et un jour, je suis invité, Diego me dit, Romain t'invite, on déjeune, il a invité Jean d'Ormesson pour toi. Bon, donc j'étais absolument stupéfait, donc je pérore devant Jean d'Ormesson, etc. Romain Gary, tout à fait aussi mutique, et me laisse en scène vis-à-vis de Jean d'Ormesson. Donc il me donne un rôle vis-à-vis de l'autre auteur préféré. Et je n'avais jamais compris jusqu'en 81 pourquoi il avait autant d'attention à mon égard. Et en réalité, maintenant, la seule explication que j'ai, c'est ce remerciement qu'il a à mon égard pour avoir lu attentivement ses livres. Je pense que c'est ça. Et là, je trouve c'est un trait qui est absolument merveilleux, c'est-à-dire que ce grand écrivain, en réalité, qui a tout eu,
qui a tout fait, qui a la gloire, est encore attentif au jugement d'un gamin qui a 16 et 17 ans. Et je trouve que c'est un trait de lui qui m'émeut par-dessus tout. Et je pense que ça correspond aussi à cette angoisse que je citais au tout début de mon propos, c'est que l'auteur, malgré tout, est rassuré par le fait qu'il a un lecteur, et un lecteur qui le comprend, en tout cas qui sait le lire. Donc voilà cette histoire. Et alors, dernier petit élément biographique, je ne cesse de trouver dans ma vie professionnelle en réalité des correspondances avec Gary. J'ai l'impression que son ombre tutélaire me poursuit, parce que j'étais en poste à New York comme Gary. J'ai été porte-parole adjoint de Chirac la dernière année de son mandat à l'Élysée, et Gary a été porte-parole. Je me suis beaucoup occupé de droits de l'homme et de valeurs fondamentales dans notre diplomatie, puisqu'à New York, j'avais en charge ce dossier et que j'ai été directeur de cabinet de Ramayad. Le premier voyage comme jeune diplomate que je fais affecté au protocole à l'Élysée en 91, je prépare la visite de François Mitterrand dans les pays baltes. Et on va en Lituanie. Et à un moment donné, je m'échappe. Je me dis, il faut à tout prix que je retrouve la maison de Romain Gary. Et donc, je disparais pendant une heure. Naturellement, quand je reviens, je me fais engueuler absolument par le chef du protocole qui me dit, mais vous étiez où? Et je lui dis, je cherchais la maison de Romain Gary. Il m'a dit, me vous êtes fou. Donc, voilà. Et ma première affectation comme ambassadeur, elle est ici, à Monaco. Et là, je retrouve des paysages gariens. Je ne connais pas Nice en réalité quand j'arrive à Monaco. Et mon premier souhait, naturellement, c'est de trouver, d'identifier où se trouve le marché de la Bouffa, ce que je trouve, d'aller à Roquebrune, Cap-Martin. Et je trouve cette petite ruelle qui conduit à la maison de Leslie Blanch et de Romain Gary. La mairie de Nice m'associe au moment du dévoilement de la plaque sur la maison Mermont. Et donc, je trouve plein de correspondances, qui sont un peu superficielles, professionnelles avec mon parcours. Et je sens une espèce d'e-book garien qui plane au-dessus de mon parcours professionnel. Et je trouve ça amusant. Alors, Didier Van Kovlart, et puis j'ai une question pour vous. Oui, et on est très nombreux dans ce cas-là. C'est assez extraordinaire. Tous les gens à qui j'ai parlé de Romain Gary, qui ont vraiment ce genre d'aventure, ont ce rapport un peu d'e-book. On a l'impression qu'il s'est... C'est pas pour rien qu'il a écrit, vous parliez tout à l'heure du livre qui en français s'appelait Charge d'âme, celui où le souffle est capté par des machines, le souffle du mort, le moment où il part et s'est transformé en énergie. L'énergie Gary continue à circuler d'une manière incroyable, parfois sur des synchronicités comme ça, ce genre de... Moi, je suis très sensible aux détails toujours, et c'est pas rien ce que vous dites là, parce que c'est la force du détail. Gary demande à ce qu'on continue d'aller explorer ces textes, ces lieux, ces ombres. Et ça, en tant qu'auteur, je le sens de manière très très forte. Je sens cette demande d'auteur très forte. Pardon, juste une petite question technique. Dans le même ouvrage, donc posthume de Romain Gary, il dit, ou il vous cite, il dit que Diego, son fils, à 13 ans, avait deviné, parce que le personnage de Madame Rosa, c'était évidemment celui de sa gouvernante Eugénia, qui avait des varices aux jambes, et qui, elle aussi, comme Madame Rosa, aurait, entre guillemets, mérité un ascenseur, et qui a passé son temps à faire la navette entre les étages. Donc il dit, vous, quand vous en parlez à Diego, il est sceptique sur Gary Ajar? Il nie tout. Ah, mais il nie, c'est-à-dire... Ouais. Mais il sait ou il sait? Il sait déjà, il sait. Bien sûr. Il y a ça, et puis il y a le petit détail biographique. Alors je ne sais pas si c'est... Quand je lui en parlais, il me disait non, naturellement. Et ensuite, ce qui est amusant, c'est que j'ai perdu de vue Diego, on s'est reparlé, on a fait une Hippocane, une Cannes, donc on s'est suivi pendant quelques années, mais je l'ai perdu quand je l'interrogeais sur... Vous savez, dans La vie devant soi, Momo, tout d'un coup, gagne 4 ans. Il est censé avoir 10 ans, et tout d'un coup, du jour au lendemain, il a 14. Quand on sait ce que racontait, je crois que c'était Paul ce matin, sur le fait que Diego, lui, a été déclaré 1 an après, je pense que Romain Gary a transposé cet élément biographique chez Momo, tiré
de chez Diego. Et donc Romain est une espèce de vampire en réalité, il utilise tout pour faire œuvre. Je voudrais ajouter deux petites choses parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-François ou ce qu'a dit Paul sur les langues. Je pense que Romain Gary est un écrivain qui est unique en ce sens-là. Moi, je n'en connais pas d'autres, à part peut-être Nabokov, qui écrit à la fois en russe et en anglais, et Conrad, qui à un moment donné hésite, vais-je écrire en français ou en anglais. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres écrivains au monde qui soient capables de mener une œuvre simultanément dans les deux langues. Et donc, ça n'est pas un abandon de langue, me semble-t-il, comme a dit Jean-François, c'est l'utilisation simultanée de toutes ces langues. Et ce qui correspond à ce qu'est Gary quand il dit je crois que c'est dans Pseudo, j'ai un problème avec ma peau. Ce qui veut dire, c'est qu'il a un problème avec son identité. Et en réalité, le clavier linguistique de Romain Gary lui permet de surmonter cet isolement dans une seule peau. C'est-à-dire que là, il s'exprime dans plusieurs langues à la fois. Et ce qui est amusant aussi dans cette affaire, parce que je me suis amusé après à lire les romans de Gary directement en anglais pour voir comment ils étaient transposés en français, c'est qu'il écrit la langue lui est donnée par les femmes. Donc sa mère lui donne le français et le russe, Leslie lui donne l'anglais, parce que quand on lit Lady L en anglais, c'est de l'anglais en réalité, et quand on lit Adieu Gary Cooper, qui est Skibum en anglais, c'est de l'américain. Donc il y a aussi cette recherche de la langue différente selon qu'elle est voilà. Donc ça, c'est très important. Et il y a une langue que vous avez oubliée, et je finis là-dessus sur Gary diplomate, c'est qu'il écrit une quatrième langue, c'est qu'il écrit la langue diplomatique. Alors qui est une langue un peu particulière, oui. Mais alors je me suis amusé quand je suis rentré au Quai, aller extraire des archives, des correspondances diplomatiques de Gary, notamment quand il est en Bulgarie. Et là, il écrit du diplomate. C'est signé Hergé, en haut à gauche, mais il fait de la langue diplomatique. Donc il a une quatrième langue dans son clavier de langue, c'est-à-dire la langue que l'on a, bien langue de bois, quand on fait le truc. Et donc on ne perçoit pas que c'est du Gary, c'est du diplomate à fond. Et c'est ce que je voulais dire aussi à peu près. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on considère Gary comme un diplomate de fantaisie, etc. Ce qu'il n'a pas été, il a été un vrai diplomate. Je pense que la diplomatie, le Quai d'Orsay l'a éjecté, en a fait, parce qu'il était incompatible avec le Quai d'Orsay dans son fonctionnement de l'époque, et surtout avec un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Maurice de Murville. Alors, j'ai jamais réussi à savoir, il raconte, je crois que c'est dans La Promesse de l'Aube, quand il est consul général à New York, il fait un rapport, une correspondance diplomatique sur la prostitution à Los Angeles. Quand Maurice de Murville est ambassadeur à Washington, j'imagine la tête de Maurice de Murville, il trouve sur son bureau toute une étude sur les putes se baladant dans LA. Bon, enfin bon, donc je pense qu'il est incompatible avec la fonction diplomatique par son rétrécissement d'esprit. On a de grands diplomates écrivains, mais qui ne cannibalisent pas leur vie, ou dont la vie n'empiète pas sur la vie diplomatique. On a un Claudel qui est capable d'écrire, mais il écrit sur Dieu, ça ne gêne pas le Quai d'Orsay. On a un Saint John Perse qui fait de la poésie un peu métaphysique, mais ça ne gêne personne. Le problème, c'est que la vie de diplomate de Romain Gary se confond avec sa vie privée, qui est incompatible avec les standards années 60, à mon avis, du Quai d'Orsay. Mais revenir à ce qu'a dit Paul, Romain Gary est un vrai diplomate, et c'est ce qui le structure, et je pense que c'est en effet à la fois une vraie blessure quand il est écarté du Quai d'Orsay, mais en même temps c'est une libération, parce que je pense qu'il n'aurait jamais écrit à Jarre s'il avait demeuré dans les cadres du Quai d'Orsay. Voilà ce que je voulais ajouter. Je voudrais qu'on termine avec vous, Paul. Comment, après le suicide, la disparition de Romain Gary, vous décidez de tout dire ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous l'aviez évoqué avec lui avant qu'il ne disparaisse ? Est-ce que vous aviez dit à un moment, est-ce que vous aviez au cours d'une rencontre, disons, considéré tous les deux qu'un jour la vérité devrait éclater ? Comment ça se passe ? Il était clair que la vérité devait éclater, et il était évident pour moi que c'était à moi de le dire. Ce qui ne paraissait pas évident pour les avocats, les revoilà, qui, chargés de défendre les droits des ayants droit, s'appuyaient sur un accord que nous avions eu, Romain, assez tardivement,
selon lequel j'aurais droit de le dire en accord avec les ayants droit. En accord avec les ayants droit permettait de défendre ce qui semblait être leur intérêt. Mais je n'ai jamais pu obtenir cet accord. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Et n'ayant pas obtenu cet accord, je suis passé outre, car j'estimais que c'était à moi de révéler la construction, je dirais poétique, de cette invention, et certainement pas à un avocat, envers lesquels j'avais certains sentiments de mépris parce qu'ils arrivaient après la mort et se chargeaient des questions patrimoniales. Et donc, à un moment donné, j'ai pris les devants, j'ai envoyé une déclaration à l'agence France Presse, qui l'a publiée aussitôt. Les journalistes ont pris leurs précautions et ont vérifié. Les éditeurs Gallimard, informés par Robert le cousin, ont confirmé que l'œuvre était de Romain Gary, alors qu'il ignorait, hein, c'était vrai. Mais Robert Gallimard les a informés. Mon éditeur a confirmé la véracité de ce que j'avais écrit, ce qui a autorisé les avocats à déclarer que je n'avais pas respecté les clauses entre nous, ce qui m'importait peu. Il me semblait essentiel, pour une histoire d'autorespect, d'être celui qui avait à le dire. Et donc on s'en est tenu là, et les rapports n'ont plus existé avec tout cet appareil juridique. Ce qui est important dans ce qu'a dit Didier, dans ce que vous avez dit, d'une part, c'est que Romain avait un clavier de plusieurs langues. Et il n'abandonnait pas une langue au profit d'une autre. Non. Ce qui est clair aussi, c'est que, par exemple, les versions américaines de ces livres en français sont différentes. Ce n'est pas le même livre. C'est non seulement un livre américain par la langue, mais c'est un livre américain par les anecdotes. Alors qu'en français, vous avez un contexte français. Donc, vraiment, il réécrivait. Et ce qu'a dit Didier, c'est exact, comme vous l'avez dit, c'est que les jeunes gens amateurs de l'auteur ressentaient les affinités entre les deux œuvres. Alors bien sûr, si vous penchez avec un crayon, vous n'arrêtez pas, vous retrouvez les trucs. Rien n'était déterminant parce que quelqu'un comme votre étudiante n'avait pas pu faire le travail. Sinon, ça aurait ébranlé la construction, ça c'est sûr. Cependant, Romain, en tant qu'Ajar, a écrit 2 livres originaux qui ne sont pas de la... Même si on y trouve des traces stylistiques appartenant à Gary, qui ne sont pas de son inspiration. La première, c'est Gros Câlin, c'est essentiel. Lors de la livraison du manuscrit, et là j'étais en charge des va-et-vient, Cournot propose de couper les 50 dernières pages, et là il y a un accord de Romain qui change toute la donne. Les 50 dernières pages de Gros Câlin à l'origine sont une démarche qui n'est absolument pas garienne, que Romain a écrit en tant qu'Ajar, où l'auteur, ce jeune cousin un peu pathétique, mais qui est à la recherche de sa véritable identité dans le monde, arrête avec ses histoires de python, arrête avec ses histoires de radiateur et de réveil matin, sort, et Romain précise, aidé par 2 résistants fantômes qui viennent soutenir...
Brossolette et un deuxième héros de l'époque, aidé par ces ombres valeureuses, Cousin sort et imaginez-vous qu'il va dans une réunion où il y a de tout et tout le monde et qu'il ose leur dire « je vous aime ». Ce qui était vraiment quelque chose de complètement inaccessible à Romain. En ce sens, c'était une œuvre psychanalytique, une cure personnelle. Et elle ouvrait l'accès à une œuvre différente. Malheureusement, Cournot, en tant que grand éditeur, a compris que là, le livre basculait dans un témoignage quasiment psychanalytique. Certains critiques, peu lus, avaient pigé que là, il y avait une cure auto-administrée. Cournot, intelligemment, avait compris que l'œuvre perdait son unité. Il arrête à un moment où rien n'est résolu et où Cousin est condamné à aimer son radiateur et où plus rien ne va changer. Or, c'était une œuvre neuve chez Romain. Qu'est-ce qui se produit? Et pardon, l'œuvre qui est en vente là, on a remis la fin, la nouvelle édition? Je le crois. Ouais. Et ça mérite d'être lu parce qu'on leur... Oui, il y a un bandeau donc sur Gros Câlin, nouvelle version. Est-ce que ça veut dire c'est le rétablissement? Voilà. D'accord. Alors ça change tout. Et qu'est-ce qu'il arrive? La deuxième œuvre, c'est La vie devant soi. Et La vie devant soi, c'est La promesse de l'aube. Il retombe dans ses traces. Deuxième livre nouveau en tant qu'Ajar et Jarrette, c'est Pseudo. La description de son combat personnel avec lui-même. Il n'avait jamais écrit ça. Voilà, donc cette œuvre, cet écrivain fantôme, son propre D-book, qui le hante, est à l'origine, je dirais, de 2 livres sur 4. Cela dit aussi, l'angoisse du roi Salomon est sans antécédent chez Gary. Mais la chair stylistique, oui, tout ça, c'est une évolution. J'ai une dernière question personnelle. Est-ce que quand vous annoncez la vérité, est-ce que c'est une délivrance pour vous? Non, ce n'est pas une délivrance. Dans votre micro, peut-être. J'ai jamais été prisonnier de cette affaire. J'ai été prisonnier ensuite d'une mauvaise réputation. Et là, il y avait un très étrange jeu de jonglerie. Les gens qui détestaient Romain, de temps de son vivant, ont admiré Ajar. Je me tenais à distance, je n'avais pas besoin que ces gens me fassent la cour. Je sentais que c'était dangereux. Et quand Romain est mort, que j'ai annoncé qu'il avait été Ajar, ces gens-là qui admiraient Ajar me sont tombés sur le paletot. Hugues Moret, vous avez une intervention? Juste 30 secondes. Oui, allez-y. J'ai sensible à le début de l'exposé de Pavlovitch, j'ai placé sous le signe de la reconnaissance. Je trouve que la France n'est pas suffisamment reconnaissante à Romain Gary. Alors, je suis très heureux que Karine ait pris l'initiative de ce colloque, parce qu'à ma connaissance, c'est le seul événement un peu formel à l'occasion du centenaire de la naissance de Romain Gary. Et avant de venir à ce colloque, j'ai essayé de me procurer le film de Philippe, donc je suis allé à la FNAC à Paris, et le film n'est pas édité. Ce que je trouve ça absurde. Enfin, je comprends les contraintes économiques qu'il m'a expliquées, mais je n'arrive pas à comprendre que le film de Philippe ne soit pas distribué en salle au moment du centenaire de la naissance. Et troisième interrogation incroyable, c'est comment se fait-il que Gary ne soit pas encore dans la Pléiade? Il va l'être, puisqu'on a fichu dedans Jean d'Ormesson. Donc il aura sa place, mais la Pléiade maintenant fonctionne comme toutes les... Je parle sans être dans le secret, mais je vois bien comment ça fonctionne chez les autres éditeurs. Les collections maintenant doivent être rentables. La Pléiade se vend cher, mais n'est pas rentable. Donc visiblement, les éditeurs ont décidé d'introduire dans ces collections exigeantes des auteurs qui gagnent. Et dans le cas de la Pléiade, ils ont introduit 2 ou 3 auteurs qui rééquilibrent les comptes. Et Romain, probablement, sera introduit ultérieurement.
Et une conclusion de Didier, on Oh, termine. c'est juste une petite question, alors très personnelle, je ne sais pas si on vous l'a déjà posée, mais je ne peux pas m'en empêcher. Le héros de Gros Câlin s'appelle Cousin. Vous êtes le cousin de Romain Gary. Est-ce qu'il y a un lien? Selon moi, le vrai lien, c'était avec ce héros fictif, Cosini, qui est le héros d'un livre de cet écrivain italien de Trieste. Ah, zut, son nom m'échappe. Un type extraordinaire, je le trouverai quand ce sera trop tard. Svevo, Italo Svevo, à la fois, je dirais, mi-autrichien, mi-italien. Encore un transfuge de deux cultures. Italo Svevo avait écrit ce livre admirable qui racontait l'histoire d'un bonhomme qui a décidé de cesser de fumer. Qui, bien entendu, fume toujours, mais décide toujours de ne pas fumer. Avec un extrême sens de la comédie, il est pliant. Je sais que Romain l'avait lu et je pense que Cousin provient de Cosini. En gros, il est comme moi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une préfiguration de l'implication qu'il va vous demander d'avoir dans cette œuvre cachée? Oui, je l'ignore. Je sais ça lui ressemblerait. Je sais qu'il m'a volé des choses dans l'angoisse du roi Salomon, où il y a un jeune type dégourdi qui rabiboche les vieux amants, là, et j'ai repéré qu'il avait pris des trucs. Mais là, c'est un droit à la liberté. Il prenait où il voulait, quoi. On remercie nos trois invités, Hugues Moret, Paul Pavlovitch et Didier Van Kovlart. Merci à tous pour votre attention. Bonne soirée.